Bonjour, c'est Michael Desberrand de la Gazette de Rennes-le-Château. Je suis avec Christian Attard. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, vous êtes donc assez spécialiste de Rennes-le-Château, mais pas que. Hein. Il y a Notre-Dame de Marseille, il y a d'autres choses. Est-ce que vous pouvez me dire le parcours, comment vous êtes arrivé à vous intéresser à Rennes-le-Château? Alors, déjà, comme je te l'expliquais tout à l'heure, je suis venu ici très petit, parce qu'en fait, mes parents habitaient Toulouse, et j'avais un cousin qui était, il travaillait sur la gare de Carcassonne, il était au guichet de Carcassonne, et chaque été, il nous prêtait sa maison à Carcassonne. Donc, ce qui fait qu'on montait régulièrement dans la région. Et très petit, j'ai visité Galamus, j'ai venu ici, bon, sans trouver un intérêt particulier, et même mes parents n'ont pas trouvé un intérêt particulier à Rennes-le-Château. Et puis petit à petit, bon, en grandissant, j'ai lu beaucoup de choses qui tournaient autour de l'ésotérisme, parce que je suis passionné par ces domaines-là. Et plus tard, dans les années 80-90, je me suis un peu plus penché sur ce qui avait été écrit à propos de Rennes-le-Château, de la région. Donc bien sûr, là je me suis mis à lire les grands classiques. Voilà. L'énigme sacrée, bah oui, Charles de Sète d'abord, Lord de Rennes. Ouais, de Sète d'abord. Si on est à Rennes-le-Château, là. Ça ressonne. Ça va, et puis, oui, la plupart des incontournables, on va dire, de l'histoire. Et donc dans les années 70, vous êtes venu aussi, enfin 80, 70, là c'est une autre période où c'était vraiment, on va dire, les initiés qui connaissaient les dieux. Tout à fait. Voilà, il y a peu de touristes, très peu. Non. C'était relativement peu connu. C'est 83, les hymnes sacrés, vraiment, ça commence à monter. Oui. Et puis, non seulement c'était peu connu, mais il n'y avait pas grand intérêt à venir ici si c'était pour le paysage, en fait. Très peu de gens se passionnaient vraiment pour ce qui se passait ici, à part quelques initiés, comme tu le dis. Et là, vous êtes intéressé au départ par tout ce qui était ésotérisme, donc Powell et Berger, les planètes. Oui, c'était mes lectures favorites. Je lisais les petits livres rouges de l'aventure mystérieuse, voilà, tous ces ouvrages-là, les Charroux, oui, voilà. Bien sûr. Ouais. Charroux, Trésor du Monde, 1962, qui le premier donc, parle de Rennes-le-Château d'ailleurs. Pas franchement le premier, puisqu'il y a eu des articles dans la Dépêche. Oui, lui. Ah oui, avec Salomon. Voilà, oui. un nom bien nommé d'ailleurs. Voilà, exactement. mais oui. Enfin, je parle plutôt livresque, on va dire. Oui. C'est vrai que je suis revenu sur le terrain, faire des fouilles particulières. Mais ça, je ne le suivais pas de très près à l'époque. C'est qu'ensuite. Alors, vous avez sorti Le génie du Razès. Donc là, c'est assez récent. Est-ce que vous me parlez un peu de ce livre-là? Et donc, ça se passe donc, justement à Rennes-le-Château. Oui, mais là, c'est un pur roman. Oui, c'est un roman. C'est un roman. C'est-à-dire que j'ai imaginé une aventure entre un chercheur. En fait, j'ai voulu décrire ce que vivait un chercheur de l'intérieur. Et je me suis mis en scène carrément. Enfin, le personnage principal, c'est moi. J'ai pris un peu de recul par rapport à moi, en essayant de prendre aussi pas mal de dérision. Et j'ai comme comparse dans cette quête une journaliste qui ressemble fortement à Anne-Sophie Lapix, et qui est impliquée dans cette histoire, qui va chercher ce fameux trésor de Rennes-le-Château à la demande d'un milliardaire. Voilà. Ça part comme ça. Mais en fait... ça rappelle la 9e porte un peu. Oui, un peu. Mais en même temps, ça me permet de raconter un certain nombre de choses que j'ai toujours trouvé un peu bizarres dans cette histoire. Bien sûr. Voilà. Alors la couverture, il y a un lieu particulier, la fameuse serre aussi. Oui. Est-ce que c'est un lieu qui vous a vraiment intrigué? C'est un lieu qui m'intrigue toujours. Oui, bien sûr. D'ailleurs, les boules bleues sur les vitres m'intriguent énormément. Je me dis, est-ce que ce sont ça les fameuses boules bleues de Rennes-le-Château? Il y a les pommes bleues aussi. C'est pommes bleues. C'est pommes bleues. Non, mais ici, tout me passionne et tout m'intrigue. Je trouve que il y a une dimension qui plonge dans le merveilleux, peut-être involontairement, mais en tout cas qui est vraiment passionnante. Et donc, il y a d'autres lieux aussi dans ce livre-là, vous êtes attaché? Dans ce livre-là, en fait, je suis parti à la recherche de certaines pistes qui sont passées par les gorges de Galamus, par les premières, le Clat. Saint-Antoine. Oui, Saint-Antoine de Galamus, l'Ermitage. Par Notre-Dame de Marseille, par bien sûr Rennes-les-Bains, mais par aussi une des cures de la Bessonnière qui était le Clat.
voilà, dans cette région-là. Mhm. Donc effectivement, j'ai décrit tout un itinéraire dans la région où chaque fois mes personnages principaux vont trouver des indices pour continuer leur quête. Ben oui. Pour finir à Notre-Dame-du-Cross. Voilà. Et, oui. Et alors, il y a d'autres choses aussi. Là, vous sortez Notre-Dame de Marseille. Oui, c'est une réédition. Aussi, la réédition de 2019, Oui. donc basilique alchimique. Oui. Alors, c'est une basilique, c'est vrai, assez intéressante, importante au niveau des symboles, de la symbolique que vous retrouvez Complètement. à plein d'endroits, mais dans des châteaux, Pessi-Bourré, pas d'autres choses aussi. Est-ce que vous pouvez décrire cette basilique? Qu'est-ce que vous avez... En fait, ce qui a attiré l'attention des chercheurs, ça a été la mention par Fulcanelli du puits dans Notre-Dame de Marseille. Il faut dire que le fait qu'un puits se trouve dans une église, pour les alchimistes, c'est quelque chose de très révélateur. La vérité sort du puits. Et puis le puits, c'est l'eau. Bon, ce sont autant de symboles que travaillent les alchimistes. Donc oui, c'était un passage obligé de Notre-Dame de Marseille. Et puis Notre-Dame de Marseille a aussi été impliqué, on a dit que c'était un jalon dans une piste trésoraire. Donc j'ai voulu aller vérifier tout ça. Je m'y suis énormément intéressé pour regarder les tableaux qui y étaient. J'ai justement permis sur 2 ou 3 tableaux de retrouver les auteurs qui n'étaient pas des petits auteurs de tableaux de l'époque, notamment Hilaire Pader, qui est un immense peintre toulousain. Donc ça a permis de les réattribuer. J'ai fait tout un travail qui finalement a abouti sur un livre, surtout parce que je me suis rendu compte que tout autour de Notre-Dame de Marseille ont vécu un certain nombre d'alchimistes, et pas des moindres, puisqu'on a Fabre, par exemple, de Castelnaudary, on a Cambriel de Limoux, qui était marchand de rapier de Limoux, on a Delteil, le dernier, Joseph Delteil, qui est un poète, mais qui, à travers ses poèmes, parle énormément d'alchimie. Enfin, il y a énormément de personnages qui sont très, très intrigants. Saint-Vincent de Paul aussi. Saint-Vincent de Paul aussi, où j'ai voulu savoir si vraiment il était passé par Notre-Dame de Marseille. Ma conclusion est malheureusement négative, mais Saint-Vincent de Paul, l'enquête que j'ai faite sur Saint-Vincent de Paul m'a permis de comprendre que c'était effectivement un initié et qu'un certain tableau dans l'église de Cessac, notamment, démontrait qu'il s'était intéressé effectivement de très très près à l'alchimie lui aussi. Déjà, c'est une église alchimique aussi parce que c'est ciel étoilé qu'on retrouve à Campagne-sur-Aude, qu'on retrouve à Espéraza aussi, qu'on retrouve dans l'Aude Et puis, en particulier. Donc il y a aussi ce côté alchimique par les ciels. Et puis ce que le grand public sait moins, c'est qu'il y a énormément de choses qui existaient autrefois à Notre-Dame de Marseille et qui ont disparu. Alors là, j'ai permis de les retrouver parce que j'ai étudié le travail en postal, et notamment sur le sol, il y avait une étoile de Salomon, il y avait le fameux. Et donc ça, c'était énorme, parce que tous les alchimistes savent que c'est le symbole de leur pierre. Et puis je me suis aussi rendu compte que certains symboles avaient disparu, certains restaurateurs avaient fait bizarrement, étrangement leur travail, puisque plutôt que de restituer à l'identique ce qu'ils avaient à faire, ils se sont permis certains écarts. Et tout ça m'a effectivement énormément intrigué. Alors, vous parliez de Fulcanelli, mais on sait que ce n'est pas qu'une personne peut-être. Il s'agit peut-être de Jean-Julien Champagne et Cancelier. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc il serait venu à plusieurs. Justement, mon étude a démontré que personne n'est venu. Précisément, parce que ils se basent tous sur du moins dans le Fulcanelli, il y a un relevé d'un texte sur le puits qui n'existe plus, mais qui va être reconstruit, m'a-t-on dit, à Notre-Dame de Marseille. Il y avait un texte relevé par Fulcanelli, et ce texte n'existant plus, j'ai voulu savoir à quelle époque précisément il existait. Et ça m'a permis de dater la pseudo-visite de Fulcanelli, qui en fait n'a jamais eu lieu. C'est simplement qu'il a dû relever ça sur un livre, je pense, voilà, il a inclus cette basilique dans toutes les églises où il dit trouver des puits. Ce qui l'intéressait réellement, c'est le fait qu'il y ait un puits dans une église. Et oui. Et la Vierge Noire aussi. Et la Vierge Noire et des tas d'autres symboles. Mais je ne pense pas qu'il les ait vus vraiment, parce que sinon il aurait énormément insisté, beaucoup plus qu'il l'a fait. Est-ce qu'il y a d'autres éléments
que vous avez découvert particulièrement à cette église-là, vous découvert certains codes ou certaines choses? Je pense qu'il y a les médaillons qui sont déjà très intrigants. On peut faire, je l'ai fait dans le livre d'ailleurs, une étude de chaque médaillon, voir en quoi elle reprend les habitudes du genre ou pas, en quoi ils peuvent être des indications au niveau alchimique, notamment sur le cœur. On s'aperçoit qu'il y a une montée progressive de chaque médaillon qui amène à la pierre philosophale. Donc il y a énormément de choses en fait qui nous incitent à penser que cette église pouvait être fréquentée par des alchimistes. Alors là, bien sûr, on va se heurter à une opposition de la part de l'évêché, par exemple, de l'église de Rome, parce que ça paraît incompréhensible. Mais si on prend le problème d'un autre côté, si on se dit que ces gens-là, qui étaient souvent très riches, ont pu faire des cadeaux, ont pu faire des dons à Notre-Dame de Marseille, c'est par ces dons-là, à travers ces dons, qu'ils ont pu laisser passer certains messages. Et puis une symbolique, tu le sais bien, c'est pas toi que je vais l'apprendre, elle n'a pas qu'une lecture unique. Et puis il y a un double sens un peu partout ici. Tout à fait. Qu'on retrouve un peu partout, même à Rennes-le-Château. Oui. Ce dualisme, on parle à l'Infernal avec l'église extérieure, l'église intérieure. Voilà, oui, tout à fait. Le noir et le blanc aussi. La tour. À Rennes-le-Château, tout est inversé. Il y a les haines inversées aussi. Oui. À Rennes-le-Château, je me suis essentiellement intéressé ou occupé à reprendre le livre fondateur, qui est celui de De Sède, et à essayer de trier ce qui était vrai et ce qui était faux. Et donc, mon premier article dans Rennes du Midi, le site que j'ai créé, ça a été sur le fameux sautoir de Rennes de la Bessonnière, puisqu'on a fait croire que ce sautoir lui appartenait, et je démontrais que ce n'était pas possible. Et ainsi de suite. Donc, petit à petit, j'ai épluché un petit peu le bouquin, vu que les photos étaient truquées, vu que les textes étaient largement truqués aussi. Je me suis intéressé bien sûr au parchemin, en essayant de les comprendre. Puis, pierre et papier aussi, de Chérizet. Oui. Je ne crois pas sincèrement. Qui sont en possession de Jean-Luc Chaumeil. Je ne crois pas sincèrement, comme l'a écrit Jean-Luc Chaumeil, que Chérizet puisse être l'auteur de ce cryptogramme. Je ne pense pas, parce que je le trouve d'une complexité extrême. Et notamment, je crois avoir été le premier à montrer qu'il contenait des références à Blaise de Vigenère et qu'il indiquait, encodé, pas de Euler. Puisque c'est le sceau du chevalier, le pas de Euler, qui termine le décryptage. D'ailleurs, on ne sait pas si finalement c'est pas un décryptage, c'est plutôt un déchiffrage. À la différence qu'un déchiffrage, on a le chiffre qui permet de retrouver le document original, le décryptage, on l'a pas. Or, finalement, dans cette histoire-là, le chiffre qui permet le décryptage, on l'a. Le déchiffrage, plutôt, on l'a. Et vous êtes intéressé à tous les autres cryptages aussi alors, il y a dans l'ésotérisme, par exemple, il y a l'histoire des deux Jésus liés à Robert Ambelin. Je vais te dire absolument pas. En fait, j'ai très vite compris qu'une large part de tous ces documents étaient faux. Il y avait 30 coffres aussi. Ces parchemins, oui. Des visors. Bon, bien sûr. Tout ça, c'était on va dire, si on veut être gentil, de petites plaisanteries. On est dans le surréalisme, puisque oui, De Sède et Chérizet sont des patéphysiciens. Tout à fait. Donc on est dans une grande œuvre, dans un grand œuvre surréaliste, en quelque sorte peut-être. Exactement. Une grande farce. Exactement. Il s'amusait bien, quoi. Oui. Mais il s'amusait bien avec un travail de complexité extrême, quand même. Parce que, par exemple... Un travail qui a commencé presque au tertre de Brocéliande, avec Plantard, oui. qui a grandi là-bas. Donc tout commence en Brocéliande, puis Gisors. Oui, on sent que c'est une montée en puissance qui culmine ici, avec un travail qui est assez remarquable, quand même. Voilà, je me suis intéressé à tout ça. Et donc, sachant qu'une grande partie de l'histoire, à partir de, on va dire, l'arrivée de Plantard ici, c'était Faux et compagnie, je me suis plutôt concentré sur ce qui se passait avant. D'accord. Voilà. Alors, quelle période? Peut-être Fédier avec les chariots Oui, la période antérieure En fait, je suis assez proche de Paul Saucez. Oui, d'accord. J'ai eu un interview. Voilà, en essayant de comprendre historiquement qu'est-ce qui a pu se passer. Voilà. Si tu veux, mon raisonnement, c'est
je me dis, pour qu'il y ait trésor, Ouais. il faut volonté de cacher, forcément. Ouais. Pour qu'il y ait volonté de cacher, il faut qu'il y ait un risque, parce qu'on ne cache pas s'il n'y a pas de risque. Donc, j'essaie de comprendre à quelle période ici il y a eu un risque qui a permis effectivement de cacher ce trésor, qui a obligé à cacher ce trésor, et surtout pourquoi ce trésor n'a pas été remonté. Parce qu'en fait, un trésor, quand on le cache, une fois que le risque est passé, il y a toutes les chances qu'on le retrouve et qu'on le ramène à la surface. C'est pour ça que je ne crois pas beaucoup en la thèse, notamment de Croppe de Chanterac. Ah oui. L'évêque qui aurait caché sa fortune, enfin la fortune de l'évêché et les biens de l'évêché ici à Rennes-le-Château, je n'y crois pas beaucoup parce qu'il n'avait aucune raison de ne pas récupérer ses biens une fois la tourmente passée. Donc je pars toujours à la recherche d'une période excessivement trouble, dans laquelle non seulement on a eu... Dans quelle période du coup? Je pense, moi j'ai une préférence pour la période des guerres de religion. D'accord. Parce que je pense qu'ici, la région est excessivement touchée. On sait qu'Alette, on a vu les dégâts qu'a fait la Ligue, par exemple, à Alette. On sait qu'ici, le village a été durement touché. Et je pense que c'est la période, pour moi, qui est la période idéale, qui a autorisé la cache de ce trésor, et qui en même temps n'a pas permis sa restitution, ou le fait de le ressortir de là où il était, pour la bonne raison que tout était en ruine. Voilà, c'est ces périodes charnières qui m'intéressent. Et en conséquence, je me dis que si trésor il y a, ce qu'on a pu trouver au maximum daterait du XVIe siècle. Alors ce trésor, quel serait-il? Je pense que ça pourrait être une partie des biens des Hauts-Poules, par exemple. Ouais. On parlait de d'Aigredable. Pareil. Quand on imagine un trésor, il faut s'imaginer un transport. Il y a Alette aussi. Oui, mais à Alette, il faut transporter le trésor d'Alette. C'est-à-dire le mettre dans des chariots ou sur des mulets, le monter ici, ça ne passe pas inaperçu. Ici, il y a des habitants de tous les côtés, il y a des gens dans les campagnes, beaucoup plus qu'autrefois. Il y en avait beaucoup plus longtemps qu'aujourd'hui. Donc voilà. Donc comment passer inaperçu? Même si on voyage de nuit, ça se voit. Par contre, si on part du château et si on va à l'église, bon, c'est faisable, il me semble. Voilà, alors j'essaie de raisonner avec le maximum de logique possible. Bon, après, c'est une histoire de fouille. Paul Saussas a démontré qu'il y avait une crypte, effectivement, au-dessous de l'église, ou peut-être une caverne, en tout cas, au-dessous de l'église. Alain Ferral aurait peut-être déposé une bouteille de coca. Peut-être. Donc il aurait visité peut-être. En même temps, si on la retrouve. En même temps, si ce sont des tombeaux des seigneurs de la région, qu'est-ce qu'on peut espérer trouver autour de tombeaux, hein? Alors, justement, à l'époque, Charroux et Jean-Luc Chomet étaient présents. Ils ont ouvert la tombe de la Bessonnière, mais il n'y avait rien dedans. Oui. Là, on est en 72. 73. Donc, c'est vrai que peut-être qu'il y a des choses trappes. Sûrement. Il n'y a que ça, en fait. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça, et même ça continue de nos jours. C'est ça qui est le plus extraordinaire. C'est qu'on s'aperçoit que encore de nos jours, les choses trappes se créent, quoi. Et on prend par exemple le fameux balustre dans lequel on aurait trouvé ce petit tube de verre. J'ai démontré que c'était impossible. Qu'en fait, les photos d'origine du balustre n'avaient absolument pas l'emplacement créé pour mettre le tube de verre. Donc c'est quelqu'un qui très récemment a créé cet emplacement pour y glisser un tube de verre dans le musée. Donc oui, ça continue. Ça continue. Et là, vous êtes sur quel type de recherche, par exemple, pour Rennes-le-Château? Eh bien, écoute, je n'arrête pas, en fait. Voilà, c'est par période. Dernièrement, je ne sais pas si tu as suivi, mais j'ai découvert que sur l'assassinat de l'abbé Gélis, ce fameux papier à cigarette du tsar, en fait, était un papier qui avait été tiré spécialement pour la visite du tsar. Donc j'ai retrouvé l'original, j'ai trouvé un dessin de presse qui le montre, et donc on n'a plus à discuter là-dessus. C'est réellement quelque chose qui s'est vendu au moment de la visite du tsar. Après j'ai été étonné qu'il y ait eu très peu de réactions par rapport à ça, parce qu'on peut en déduire beaucoup de choses, en fait. On peut en déduire notamment que ce papier a été acheté probablement à Paris. Comment se fait-il que sur un papier qui a été acheté dans la région parisienne, il n'ait pas été utilisé et qu'il n'ait été laissé dans le presbytère de Gélis
que 2 ans après. Qui dans la région peut aller à Paris et voyager? En fait, il y a tout un enchaînement de déductions que j'adore, et qui permettent d'aller beaucoup plus loin. C'est vrai. C'est comme une de mes dernières études, ça a été le calice, le fameux calice qu'aurait donné la Bessonnière à un ami, à un petit confrère. Et en fait, j'ai prouvé que ce calice était très récent et que donc il ne pouvait pas y être issu d'une crypte quelconque et du trésor de la Bessonnière. Et votre thèse sur Gélis, du coup? Alors moi, je suis très étonné que dans un village où toutes les maisons se touchent, on puisse massacrer quelqu'un qui va forcément hurler. Sans mais il y avait une grande nuit d'orage. Oui, mais même que personne ne puisse intervenir. Dans la nuit de 1er novembre 1897. Ouais. Il y a cette histoire de maintenant de papier à cigarette qui m'intrigue aussi, parce que je me dis, c'est pas n'importe qui a pu se le procurer. Je pense pas qu'on puisse aller l'acheter à Cuisin. Voilà, donc je trouve qu'il se passe beaucoup de choses où apparemment les gens n'ont pas l'air de réagir. C'est assez étrange, quoi. Ces villageois qui ne bougent pas alors qu'il se passe des choses quand même assez extraordinaires. Tenez, parlons de quelque chose d'extraordinaire. Ici, juste en face, 3 républicains ont été déterrés. Ils ont été enterrés dans le jardin du domaine de la Bessonnière. Comment peut-on tuer 3 républicains et les enterrer dans un domaine comme celui-ci, et que personne n'en ait jamais entendu parler dans le village, que ce soit passé totalement inaperçu? Donc voilà, c'est ça qui m'intéresse aussi. Bien sûr. Ouais. Et qu'est devenu le trésor de ces républicains, ce trésor de guerre? Est-ce qu'il est reparti chez les franquistes? Est-ce que c'était un commando franquiste qui a fait le coup? Ou est-ce que c'était... Voilà. Oui. Il y a plein d'hypothèses. Plein de mystères. Voilà, je m'intéresse à tout ça en fait. Je suis un farfouilleur. Mais je vous promets de très belles surprises à la rentrée. Ah, ouais. Il y a aussi un livre sur le grand œuvre alchimique, sur l'abbaye de Saint-Armand. Tout à fait. Aussi, vous pouvez dire un petit mot sur ce livre. Alors c'est une commande en fait, parce que j'ai des amis qui habitent le nord de la France, qui étaient persuadés, qui m'ont persuadé aussi que l'abbaye de Saint-Amand, dont il ne reste qu'une grande tour somptueuse, magnifique, était un haut lieu de l'alchimie. Et on m'a demandé d'écrire la première partie, la partie historique de ce livre. Donc il a fallu que je me penche sur tout ce qui avait été écrit, publié depuis l'Antiquité sur les bâtisses, les bâtiments religieux du Nord. Et ça a été un gros boulot, mais qui m'a donné beaucoup de plaisir aussi. Voilà. Mais là, c'est parce que en fait, j'ai rejoint à cette époque-là une maison qui s'appelle les éditions Philomène Alchimie, et qui me font entièrement confiance, je les en remercie, et qui publie donc chacun de mes ouvrages. Et on a également publié aux éditions Philomène Alchimie un livre dont je suis le plus fier finalement et qui se vend le moins, c'est toujours comme ça, et qui s'appelle l'Hôtel de Pierre. Et dans l'Hôtel de Pierre à Toulouse, qui est un hôtel emblématique de Toulouse, de la ville de Toulouse, en fait il y a énormément de codes, il y a énormément de symboles qui ramènent à l'alchimie. Et là, vraiment de manière évidente. Et je me suis passionné pour décrypter ces symboles. Alors là, avec une méthode qui est très nouvelle pour moi, c'est-à-dire que je suis passé entièrement par les langues. Et je me suis dit que ces gens-là étaient loin d'être aussi ignares que nous sommes aujourd'hui, et connaissaient parfaitement et le latin et le grec, et l'occitan. D'ailleurs, ici, les prêtres aussi. Ils savaient le latin, le grec et l'occitan. Et donc, le codage en question s'est fait à la fois sur ces 3 langues. Et c'est comme ça que j'ai retrouvé effectivement certaines choses que les historiens n'avaient pas vues. Et là, à venir, il y a peut-être un autre ouvrage que vous préparez? Il est fini. Il est quasiment fini, je ne dirais pas où et quoi. D'accord. Mais il touche à la région. D'accord. Il touche intimement à la région. D'accord. Et il paraîtra, je pense, en fin d'année. Toujours aux éditions Philomène Alchimie. Bon, il me reste à compléter, j'attends des informations d'archives. Parce que là, c'est le travail qu'on va dire ingrat. Mais c'est vrai qu'un vrai chercheur, ou un chercheur en tout cas, se doit de passer par les archives. Et que ça, c'est le travail peut-être le moins valorisant, le moins agréable à faire. Passer des heures devant des microfilms, voilà, essayer de comprendre.
Vous êtes passé donc par l'alchimie. Est-ce qu'un livre comme Forgeron et alchimiste de Mircea Eliade vous a inspiré? Oui, je l'ai lu, bien sûr. Ouais. Oui, oui. Oui, mais en fait, c'est pas le seul. Non, c'est pas le seul, mais je pense à celui-là parce que c'est particulier. Oui. Ouais. Mais j'ai un peu de mal avec des gens comme Eliade qui ne croyaient pas sincèrement que l'alchimie soit possible. Ils sont très nombreux. Par exemple, là, je suis en train de lire Psychologie et alchimie de Jung. Ah oui. Voilà, c'est un gros pavé qui est intéressant. Mais Jung ne pensait pas que l'alchimie soit réelle. C'est-à-dire qu'il ne pensait pas qu'on puisse arriver à transformer du plomb en or. Il a fait un peu pareil que la mythe moderne avec le phénomène ovni. Tout à fait. C'était très intéressant aussi. Tout à fait, que j'ai lu aussi. Et je ne suis pas d'accord du tout, parce que je sais que c'est possible. Donc voilà, c'est intéressant, mais en même temps, j'ai ce petit recul par rapport au fait que ces gens-là ne croyaient pas en la réalité du phénomène alchimique. Et les noces chimiques de Rosenkreutz. Oui, mais j'ai fait 2-3 articles lui aussi sur Rennes du Midi là-dessus. Comme Fulcanelli, peut-être encore un anagramme ou autre chose. Oui. Non, mais je crois sincèrement comme toi qu'en fait c'est un groupe. Bon, actuellement le nom qui revient c'est Paul Decker pour Fulcanelli, mais je sais pertinemment que dans l'entourage de Fulcanelli on retrouvait des gens comme Hillel Erlanger par exemple. Il y avait bien sûr Cancelier, il y avait bien sûr Champagne, il y avait surtout Pierre Bujols, qui de tous, à mon avis, était le seul et vrai initié, et qui avait la culture suffisante. Joël de Lubitsch. Oui, en fait, voilà. Et des personnes qu'on retrouve sous une autre forme avec les cercles Louis Boutard, avec Ravatin, avec ce genre de choses. Ces chercheurs maudits, Dubourg, Dufour. Pas forcément maudits, enfin, certains oui. Certains sont mal finis ou étaient tués. Oui, tout à fait. Ou Lakowski. Oui, c'était une sacrée époque. Hein. Voilà. C'est une très très belle époque. Après, il faut aller plus loin que Fulcanelli. Fulcanelli a marqué les esprits, mais il faut lire avec intérêt quelqu'un comme Henri Cotton-Alvar, par exemple. Hein. Il faut lire avec intérêt quelqu'un qui a pris comme pseudonyme Henri de la Croix-Haute. Bon, ce sont des alchimistes de haut niveau. Qui nous en apprennent beaucoup, et je ne suis pas de ceux qui rejettent Patrick Berinchenas, parce que c'est quelqu'un qui m'est infiniment sympathique, malgré ses excès et malgré son côté, il faut bien le dire, battleur, mais ça fait son charme aussi. Oui. Voilà. Il y a aussi, en dernier lieu, d'autres choses en alchimie intéressantes. Justement, c'est l'opératif. Oui. Il y a le vitriol. De quelle école vous vous sentez proche? Alors, je vais te le dire, franchement, je suis de la filiation Fulcanelli. D'accord. Voilà, il n'y a pas de secret à ce niveau-là. Je suis complètement de cette école-là, complètement de cette filiation. Alors, on va finir juste en ésotérisme. On sait que, alors, c'est des suppositions, mais le Hiéron du Val d'Or aurait peut-être initié Boudet. C'est une spéculation. Oui. Par la suite, Paul Lecourt aurait peut-être initié Plantard. Et après, on vient avec Atlantis. Qu'est-ce que vous pensez de ce parallèle? Alors, je ne vais pas me faire des copains, parce que pour moi, Plantard est un mythomane fini. Je n'ai aucune confiance dans le bonhomme. Je pense qu'il est incohérent. J'ai lu notamment les textes de Plantard sur le livre de Sède sur Gisors, puisqu'à un moment il dit je laisse la parole à un ésotériste à la fin du livre. Hein. Et je trouve qu'il part complètement dans un délire absolu. Qu'il ait eu des connaissances, qu'il ait été initié, qu'il ait participé à des groupes, oui, on sait qu'il a été franc-maçon, qu'il a été d'ailleurs viré de la franc-maçonnerie. Je pense que c'est l'histoire de sa vie en fait. Hein. Il a essayé de rentrer dans plusieurs groupuscules. Voilà. Et finalement, il a été viré de partout. Après, je suis très étonné des études qui se disent historiques sur Plantard, sachant qu'on n'arrive toujours pas à ressortir le passé très trouble de Plantard, puisqu'il a été arrêté et mis en prison pour escroquerie. On soupçonne qu'il a aussi eu des problèmes de mœurs. Donc je pense qu'il faut déjà faire le clair là-dessus, et puis après voir réellement qui est Plantard.
Voilà. Et c'est quelqu'un en qui Déjà, ça a commencé avec Geneviève Diepsel. J'ai aucune confiance en lui. Voilà. C'est un bonhomme en qui j'ai aucune confiance. Je pense que bon, il s'est bien amusé ici. Il a surtout bien amusé chez Rizet, qui lui était beaucoup plus fin et beaucoup plus malin, je pense, et qui a su jouer. Il y avait une vraie lignée royale aussi. Deux cèdes aussi, hein, on a bien profité. Oui. Bon, tout en se récriant après. Je pense qu'en vieillissant... 14 carrés de noblesse chez Rizet. Oui, en vieillissant, on cherche toujours à se refaire une virginité, quoi. Et je pense que 2-7, ça a été le cas. Bon, voilà, je n'ai pas grande confiance en ces gens-là. Et Paul Lecourt, alors, du coup, les travaux. Ouais, bon, oui, possiblement, oui, possiblement. Oui. Je sais qu'on veut me faire dire que Boudet était un initié, que Boudet était un alchimiste. Ah, j'ai pas dit ça. C'est un peu ce que je sous-entends d'ailleurs dans le génie des Razès. En tout cas, il avait tous les moyens et toute la capacité de l'être. Après, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est un alchimiste et qu'on a des lingots d'or, franchement, qu'on fait du lingot d'or, aujourd'hui encore, même à l'époque de Saunière, il fallait un poinçon. Donc, comment on négocie tout ça? C'est quasiment impossible. À part si on envoie un porte-valise en Espagne. Ou Schwab. Oui, ou Schwab. Voilà, c'est ça. Ouais. Et Schwab alors, à votre avis? Aussi, pareil, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop, mais si, alors, est-ce que j'ai le temps de raconter? Oui, bien sûr. Alors, je raconte. Quand j'ai fait paraître mes premiers articles dans la rue du Midi, un soir, je reçois un coup de téléphone d'une vieille dame qui me dit Monsieur Attard, je dis oui, c'est moi. C'est vous qui avez écrit l'article sur le sautoir de Saunière? Je dis oui. Alors à l'époque, je me mettais un point d'interrogation. Je me dis bon, je pense qu'il n'est pas un franc-maçon. Et elle me disait vous avez tapé dans le mille, c'est moi qui ai monté le canular. D'accord. Vous êtes le seul, elle me dit, qui a vraiment compris. Et sur tous vos articles, je suis d'accord à 100% avec vous. Alors je dis ah bon, mais à qui ai-je l'honneur? Elle me dit je suis Josette Barthes. Voilà, la fameuse Josette Barthes, que Philippe Brunel, dans sa vidéo, a rencontrée. Et exact. Voilà. Et dans les classeurs de Josette Barthes, Philippe Brunel a fait un certain nombre de photographies, de bijoux, qui sont très intéressantes, parce que quand on les étudie, on peut les dater. L'abbé, le diable et les chercheurs. Voilà, c'est ça, auquel j'ai participé, mais pour autre chose. J'y ai participé pour expliquer que les montages financiers de Saunière. Et donc... dans la deuxième partie. Dans la deuxième partie, tout à fait. Et donc, par rapport à ces bijoux, oui, je crois que Saunière a récupéré un certain nombre de bijoux, dont beaucoup étaient invendables. La preuve, c'est qu'à l'époque de Marie Darnaud et de Josette Barthes, qui a fréquenté ici le domaine, elles sont pas arrivées à les vendre. C'était des bijoux trop datés, trop lourds, qui ne plaisaient plus du tout à l'époque. Alors qu'ils aient eu recours à quelqu'un qui a récupéré les pierres, qui les a remis au goût du jour, oui, je crois. De toute façon, moi je suis d'une famille où beaucoup de mes cousins, par exemple, étaient prêtres. Prêtres même d'un très haut niveau. Je sais que certaines paroissiennes leur font des dons. Et des fois, ce sont des dons en valeur, en bijoux par exemple. Bon, c'est pas pour eux. Ces bijoux sont revendus. Donc pourquoi pas Saunière? Pourquoi Saunière n'aurait pas eu un certain nombre de paroissiennes qui lui auraient fait cadeau un certain nombre de bijoux dont il n'aurait pas su quoi faire si ce n'est les revendre à un intermédiaire? C'est tout à fait plausible. C'est possible. Bien sûr. Eh bien d'accord. Si vous avez peut-être un dernier mot, de choses à dire particulières sur le château ou d'autres choses. Bah, je pense qu'il faut inciter les gens à venir voir par eux-mêmes, parce que c'est un lieu où vraiment, chaque fois que moi j'y viens, même si je connais très bien l'endroit, je suis toujours empreint de cet esprit de mystère, et puis je suis toujours surtout émerveillé par le paysage, et que tous ceux que j'ai conduits ici en sont repartis avec le sourire aux lèvres. C'est une journée qu'ils n'oublieront pas. C'est vrai. Donc ne serait-ce que pour cette ambiance générale, après si on veut on va chercher plus loin, mais ne serait-ce que pour ça, il faut venir ici, oui. Eh bien merci beaucoup pour cette interview. Question à tard. Avec Mike Alban pour la Gazette de Rennes-le-Château.